La cour extérieure de l'Institut Auguste-Armand est déjà noire de monde lorsqu'Anaïs et Jeanne demandent le silence. Le vent léger qui traverse les platanes n'arrive pas à dissiper la tension suspendue dans l'air. Tous les élèves sont là, regroupés en demi-cercle, certains assis sur les murets, d'autres debout, bras croisés, regards curieux ou méfiants. Billy se tient légèrement en retrait, près de Pénélope et Tom. Elle a le visage fermé, mais son corps trahit une fatigue profonde, comme si chaque pas jusqu'ici avait exigé un effort immense. Anaïs inspire profondément avant de parler. Sa voix, lorsqu'elle s'élève enfin, n'a rien de professoral. Elle est nue, presque tremblante. Elle ne se cache pas derrière son statut, ni derrière son rôle de chef du double. Elle regarde Billy droit dans les yeux, et ce simple geste suffit à imposer un silence total. Elle reconnaît ses torts sans détour. Elle dit qu'elle est allée trop loin, qu'elle a laissé la peur, la pression et la colère dicter ses décisions. Elle admet publiquement que Billy n'aurait jamais dû être mise à l'écart, encore moins sacrifié pour préserver une illusion de stabilité. Chaque mot semble peser, mais aucun ne sonne faux. Autour d'elle, certains élèves échangent des regards surpris. D'autres baissent les yeux, comme s'ils réalisaient seulement maintenant l'ampleur de ce qui s'est joué ces derniers jours. Quand Anaïs prononce enfin les mots qu'on attend tous, que Billy est réintégré sans condition à l'Institut, un murmure parcourt la foule. Ce n'est pas une explosion de joie, mais un soulagement diffus, presque fragile. Billy reste immobile. Elle ne sourit pas. Elle écoute, absorbe, encaisse. Ce n'est qu'au moment où Anaïs s'excuse directement, sans détour, que quelque chose se fissure dans son regard. Pas des larmes, juste un clignement plus lent, comme si elle devait reprendre le contrôle de sa respiration. Pendant ce temps, un peu plus loin, Léonard observe la scène avec une attention douloureuse. Il comprend immédiatement ce que cette décision implique, il n'a plus à partir. Le poids qui pesait sur ses épaules depuis des jours se desserre, mais il n'y a aucune euphorie dans ce soulagement. Son regard glisse malgré lui vers Ferdinand, resté à l'écart, dos appuyé contre une colonne. Ferdinand n'applaudit pas, il ne réagit presque pas. Son visage est fermé, comme vidé de toute expression. À ce moment-là, Clotilde se penche vers Anaïs et lui murmure quelques mots. Lorsqu'Anaïs acquiesce, on devine dans le regard de Clotilde une fierté discrète, teintée de gravité. Elle sait ce que coûte une décision pareille. Elle sait aussi que ce genre de choix laisse toujours des traces, même lorsqu'il est juste. Billy finit par avancer d'un pas. Pas pour remercier, pas pour faire un discours. Juste pour hocher la tête, sobrement. Ce geste minuscule vaut plus que n'importe quelle déclaration. Autour d'elle, Pénélope pose brièvement une main sur son bras, un soutien silencieux mais essentiel. La dispersion se fait lentement. Les élèves quittent la cour par petits groupes, commentant à voix basse ce qu'ils viennent de voir. Certains parlent déjà de courage, d'autres de réparation tardive. Billy, elle, reste encore un instant immobile, comme si elle craignait que tout cela ne s'évapore au moindre mouvement. Dans le même temps, à l'intérieur de l'Institut, Ferdinand traverse un couloir presque désert. Ses pas résonnent trop fort à son goût. Chaque porte qu'il dépasse semble lui rappeler ce qu'il a failli perdre. Lorsqu'il pousse celle d'une salle vide et s'y engouffre, il laisse enfin tomber le masque. Ses épaules s'affaissent, et il s'appuie contre une table, tête baissée. Il repense aux derniers jours, au compromis qu'il a accepté, au silence qu'il a avalé pour protéger l'Institut, pour protéger son père, pour protéger une image qui n'a jamais été la sienne. Il pense surtout à Billy, à son regard quand elle a compris toute l'étendue de la manipulation, à la manière dont elle l'a défendu, même contre lui-même. La porte s'ouvre doucement. Ferdinand se redresse aussitôt, comme pris en faute. Mais ce n'est pas Anaïs, ni Léonard. C'est Billy. Elle reste sur le seuil quelques secondes, hésitante. Elle ne vient pas pour régler des comptes. Elle est venue parce qu'elle sait qu'il est là, parce qu'elle sent que quelque chose est en train de s'effondrer en lui. Ils se regardent longuement, sans parler. Le silence entre eux n'est pas confortable, mais il est sincère. Ferdinand finit par briser cette immobilité en s'approchant. Sa voix tremble lorsqu'il prend la parole. Il lui dit merci. Il lui dit que sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible. Que l'Institut serait déjà en ruine. Billy l'écoute, sans l'interrompre. Lorsqu'il s'excuse enfin, ce n'est pas avec emphase, mais avec une fatigue profonde. Il lui dit qu'il ne voulait pas lui faire de mal, qu'il s'est laissé dépasser, qu'il a cru bien faire. Les mots sortent de travers, maladroits, mais sincères. Alors Ferdinand craque. Ses yeux s'embuent, sa voix se brise. Il avoue, dans un souffle presque honteux, que depuis qu'elle est entrée dans sa vie, il a l'impression de devenir quelqu'un de meilleur. Pas plus fort, pas plus brillant. Juste meilleur, plus humain. Ces mots frappent Billy de plein fouet. Elle ferme les yeux un instant, comme pour se protéger. Quand elle les rouvre, son regard est doux, mais résolu. Elle lui répond calmement qu'il est très abîmé. Qu'elle le comprend.
qu'elle voit à quel point son père l'a détruit à force de le rabaisser. Elle lui dit aussi qu'il doit arrêter de se dénigrer, qu'il vaut bien plus que ce qu'on lui a fait croire pendant des années. Puis, presque à regret, elle recule d'un pas. Elle lui dit qu'elle part. Pas parce qu'elle ne l'aime plus, mais parce qu'elle ne peut pas rester là à le regarder se perdre. Elle lui demande de prendre soin de lui. Ces derniers mots résonnent comme un adieu qu'aucun d'eux n'avait vraiment anticipé. Ferdinand reste figé tandis qu'elle s'éloigne. Lorsqu'il comprend qu'elle ne se retournera pas, les larmes qu'il retenait depuis des jours coulent enfin. Il s'effondre sur une chaise, incapable de contenir ce chagrin brut, mêlé de gratitude et de désespoir. À ce moment-là, comme si le sort s'acharnait, Étienne Castelmont fait son apparition dans le couloir. Il observe son fils quelques secondes, sans se presser. Lorsqu'il parle, sa voix est calme, presque détachée. Il annonce qu'il a décidé de maintenir le prix Excellence à Castelmont, qu'il ne tournera pas le dos à l'Institut. Il précise que c'est un espoir, celui de réparer un jour leur relation. Mais aussitôt, il glisse une remarque acerbe. Il dit à Ferdinand qu'il espère que, pour une fois, il ne gâchera pas tout. Ces mots tombent comme un coup près. Léonard, qui assistait à la scène à distance, serre les poings. Il est écœuré par cette capacité qu'a Étienne à sauver d'une main et à détruire de l'autre. Ferdinand ne répond pas. Il encaisse, comme toujours. Mais quelque chose a changé. La douleur est trop vive, trop exposée. Lorsqu'Étienne s'éloigne enfin, laissant derrière lui une atmosphère glaciale, Ferdinand reste seul, vidé, incapable de rassembler les morceaux. Dans un autre bâtiment, Zoé s'affaire en cuisine. Il lui reste encore 30 minutes pour son rattrapage. Elle tente de se concentrer, de suivre les gestes appris, mais son téléphone n'arrête pas de vibrer. Inès n'est pas allée au lycée. Les messages s'accumulent. L'angoisse monte. Quand Jim et Dominique entrent dans la salle, Zoé sursaute. Elle jette un œil à son plan de travail, à son plat à peine commencé. Son cœur bat trop vite. L'idée qui naissait fuguer la submerge. Sans réfléchir davantage, elle enlève son tablier et quitte la pièce, laissant derrière elle une épreuve inachevée et un avenir compromis. À ce moment-là, l'Institut continue pourtant de tourner. Hector, de son côté, fait un pas qu'il repoussait depuis longtemps. Après une séance éprouvante avec Constance, il accepte enfin de se lancer pleinement dans la thérapie du miroir. Ce n'est pas une victoire éclatante, mais une avancée silencieuse. Pour la remercier, il lui offre un millefeuille qu'il a lui-même préparé, refusant qu'il soit partagé. Un cadeau, pour lui, reste entier ou n'existe pas. Et tandis que certains avancent, d'autres s'enfoncent. Ferdinand, seul dans le couloir désert, fixe le sol sans le voir. L'Institut est sauvé. Billy est revenu, mais lui vient de tout perdre. Le jardin de l'Institut est presque désert lorsque Billy s'assoit sur un banc, à l'écart des regards. Les feuilles craquent sous ses pas, le froid de fin d'après-midi s'infiltre sous sa veste, mais elle ne cherche pas à se réchauffer. Elle laisse la fatigue la traverser, sans lutter. La scène avec Ferdinand tourne en boucle dans son esprit. Ses mots, ses larmes, cette manière qu'il a eue de se dévoiler sans filtre, comme s'il n'avait plus rien à protéger. Billy sait qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle le sait rationnellement, mais son cœur, lui, refuse encore de s'aligner. Quand Anaïs la rejoint, elle ne parle pas tout de suite. Elle s'assoit simplement à côté d'elle, laissant s'installer un silence lourd mais nécessaire. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes qu'elle murmure qu'elle est contente que Billy ne soit pas parti. Billy tourne la tête vers elle, surprise. Elle lui répond calmement qu'elle n'est pas sûre de rester longtemps, pas tant que certaines peurs sont encore là. Elle avoue qu'elle aura toujours peur de Valdine tant qu'il ne sera pas derrière les barreaux. Ce nom, à peine prononcé, suffit à faire frissonner Anaïs. Anaïs baisse les yeux. Elle reconnaît que cette peur est légitime, qu'elle aurait dû la protéger davantage. Elle lui confie aussi, presque timidement, qu'elle lui a manqué. Ces mots simples, dénués de toute grandiloquence, touchent Billy plus qu'elle ne veut l'admettre. Elle inspire profondément avant de répondre qu'elle ne part pas. Pas encore, qu'elle est prête à revenir à la coloc, à condition de pouvoir respirer à nouveau. Les deux jeunes femmes se prennent dans les bras, un geste sincère, réparateur, comme une promesse fragile mais réelle. Pendant ce temps, à quelques couloirs de là, Léonard hésite devant une porte close. Il sait très bien qui se trouve derrière. Il sait aussi que ce qu'il va dire risque de faire mal. Mais il ne peut plus reculer. Lorsqu'il entre enfin, Ferdinand est assis sur son lit, regard vide, mains jointes comme pour se retenir de s'effondrer à nouveau. Léonard ne commence pas par des reproches. Il lui demande simplement comment il va. La question, pourtant banale, fissure immédiatement la carapace déjà fragile de Ferdinand. Il répond qu'il ne sait plus, qu'il a l'impression de ne plus comprendre ce qu'il fait, ni pourquoi il le fait. Il parle de son père, de cette emprise qui le paralyse. Il avoue que lorsqu'il se retrouve face à Étienne, il cesse de réfléchir.
Il redevient un gamin perdu, incapable de dire non, incapable de se défendre. Il confesse qu'une partie de lui espère encore que son père changera, malgré toutes les humiliations. Léonard écoute, abasourdi. Il reconnaît qu'il n'avait pas conscience que l'emprise d'Étienne allait aussi loin. Il admet aussi, avec honnêteté, qu'il ne l'a pas pardonné. Pas encore. Trop de choses ont été brisées. Trop de blessures restent ouvertes. Pourtant, malgré cette distance, il lui dit qu'il a envie qu'ils continuent à se voir. Pas comme avant, pas en faisant semblant que rien ne s'est passé, mais autrement. Sur des bases plus saines, peut-être. Ferdinand hoche la tête, reconnaissant. Ce n'est pas le pardon qu'il espérait, mais c'est déjà une bouée dans un océan de culpabilité. Quand Léonard quitte la pièce, Ferdinand reste longtemps immobile, conscient que ce chemin vers la réparation sera long, et qu'il devra d'abord apprendre à se libérer de l'ombre de son père. Dans la maison des Lano, l'atmosphère est explosive. Zoé entre en trombe, visage fermé, téléphone encore à la main. Lorsqu'elle découvre qu'Inès est là, assise sur le canapé comme si de rien n'était, la colère la submerge. Elle apprend que sa sœur a été renvoyée du lycée. Qu'elle a menti à Lionel. Qu'elle a laissé Zoé rater son épreuve de rattrapage sans un mot d'excuse. Les reproches fusent, les voix montent. Lionel tente de calmer le jeu, mais Zoé est hors d'elle. Elle a l'impression d'avoir tout sacrifié pour quelqu'un qui n'a pensé qu'à elle-même. Inès, acculée, finit par fondre en larmes. Elle avoue qu'elle avait peur, qu'elle ne savait pas comment affronter la réalité. Ses aveux, loin d'apaiser Zoé, la blessent encore davantage. Elle quitte la pièce, claquant la porte, laissant derrière elle une famille fissurée, incapable de se comprendre. À l'institut, la soirée tombe lentement. Les lumières s'allument une à une, révélant des couloirs plus silencieux que d'habitude. Hector sort du bureau de Constance avec un sentiment étrange. La séance a été éprouvante, mais nécessaire. Lorsqu'il lui annonce qu'il a repris rendez-vous pour la semaine suivante, Constance sourit, sincèrement émue par ce pas en avant. Hector, fidèle à lui-même, ne s'attarde pas sur ses émotions. Il préfère l'action, la pâtisserie, ce langage qu'il maîtrise mieux que les mots. Et tandis que certains commencent à guérir, d'autres prennent conscience de l'ampleur de leurs blessures. Ferdinand, seul face à son reflet dans la vitre sombre de sa chambre, se voit enfin tel qu'il est, un jeune homme brisé, mais pas irrémédiablement perdu. Il repense aux mots de Billy, à ceux de Léonard, et pour la première fois depuis longtemps, il envisage la possibilité d'un avenir qui ne serait pas dicté par la peur. La nuit enveloppe l'institut, silencieuse, presque solennelle. Rien n'est réglé, rien n'est oublié, mais les lignes ont bougé, imperceptiblement. La nuit est déjà bien avancée lorsque Ferdinand quitte enfin sa chambre. Les couloirs sont vides, baignés d'une lumière artificielle trop blanche qui accentue la sensation d'irréalité. Il marche sans but précis, comme si ses pas pouvaient le conduire quelque part où la douleur serait moins vive. Chaque recoin de l'institut lui renvoie un souvenir récent, une discussion étouffée, une promesse qu'il n'a pas su tenir, un regard déçu. Il a l'impression d'être devenu étranger à ce lieu qu'il voulait pourtant sauver à tout prix. Dans le hall, il aperçoit Étienne Castelmont en pleine conversation téléphonique. Son père parle bas, mais son ton est sec, maîtrisé, celui d'un homme habitué à décider pour les autres. Ferdinand hésite à faire demi-tour, mais Étienne le remarque aussitôt. Il termine son appel d'un geste impatient, puis s'approche de lui, comme s'il l'avait convoqué. Étienne le félicite pour son sang-froid, pour avoir tenu bon malgré la pression. Il dit que l'Institut lui doit beaucoup, même si personne n'osera jamais le reconnaître ouvertement. Mais très vite, ses paroles glissent vers un reproche à peine voilé. Il lui reproche d'avoir laissé Billy intervenir, d'avoir exposé des failles qui n'auraient jamais dû être visibles. Selon lui, la force réside dans le silence et la maîtrise, jamais dans l'émotion. Ferdinand écoute, le regard fixe. Quelque chose en lui refuse désormais de se plier totalement. Il ne répond pas tout de suite. Lorsqu'il prend enfin la parole, sa voix est basse, mais ferme. Il dit que Billy n'a fait que dire la vérité. Qu'elle a vu ce que lui-même refusait d'admettre depuis des années. Étienne esquisse un sourire condescendant, comme si ces mots confirmaient simplement la faiblesse qu'il a toujours perçue chez son fils. Cette réaction agit comme un déclic. Ferdinand sent la colère monter, non pas explosive, mais froide, déterminée. Il lui dit qu'il en a assez d'être constamment rabaissé, assez d'être réduit à un pion utile. Il ajoute qu'il ne veut plus que son père parle à sa place, décide à sa place, pense à sa place. Étienne le fixe, surpris. Ce n'est pas l'affrontement qu'il craignait, mais il ne supporte pas cette remise en question. Il lui répond sèchement qu'il ne survivra jamais sans lui, qu'il n'est rien sans son appui. Ces mots blessent, mais ils n'écrasent plus totalement Ferdinand. Lorsqu'Étienne s'éloigne, laissant derrière lui un silence glacial, Ferdinand comprend que cette relation ne changera jamais tant qu'il continuera à chercher une reconnaissance impossible.
Cette prise de conscience le laisse vidé, mais étrangement plus lucide. Dans un autre bâtiment, Billy retrouve la chambre qu'elle avait quittée précipitamment. Elle observe les lieux avec un regard neuf, comme si elle revenait dans un espace familier devenu soudain étranger. Chaque objet lui rappelle les derniers événements, la colère, la peur, l'injustice. Pourtant, elle ressent aussi une forme d'apaisement. Elle n'a pas fui, elle est restée, malgré la tentation de tout abandonner. Elle repense à Ferdinand, à cette manière qu'il a eue de se confier, de se livrer sans filtre. Elle se demande si elle a eu raison de partir à ce moment-là. Une partie d'elle sait que rester aurait signifié se perdre avec lui, se noyer dans une détresse qui n'était pas la sienne à porter. Une autre partie, plus fragile, regrette déjà l'absence, le vide laissé par cette rupture nécessaire. Dans la cuisine encore silencieuse, Zoé tente de reprendre le fil de sa pensée. Elle s'est enfermée seule, incapable de supporter les regards compatissants. Elle revoit sans cesse son plat abandonné, ce rattrapage qu'elle n'a même pas terminé. La colère qu'elle ressent envers Inès se mélange à une culpabilité sourde, celle de n'avoir pas su poser des limites, de s'être oubliée pour protéger sa sœur. Elle comprend trop tard que cet équilibre était voué à s'effondrer. Quand Lionel la rejoint, il n'essaie pas de la convaincre. Il s'assoit simplement à côté d'elle, lui rappelant qu'elle n'est pas responsable de tout. Zoé secoue la tête. Elle lui dit qu'elle a l'impression d'avoir échoué sur tous les fronts, en tant qu'étudiante et en tant que sœur. Lionel lui rappelle doucement qu'Inès devra désormais assumer ses choix, et qu'elle n'a pas à porter seule ce poids. Ces mots n'effacent pas la douleur, mais ils desserrent légèrement l'étau. Pendant ce temps, Hector s'attarde dans l'atelier de pâtisserie. Il nettoie machinalement son plan de travail, comme s'il cherchait à prolonger ce moment de calme. La thérapie du miroir continue de résonner en lui, le forçant à affronter des images qu'il aurait préféré ignorer. Pourtant, il sent qu'un changement s'opère. Lent, inconfortable, mais réel. Le millefeuille qu'il a offert à Constance n'était pas qu'un remerciement. C'était une manière de reconnaître qu'il ne peut plus avancer seul. À l'institut, la nuit semble suspendre le temps. Chacun affronte ses propres démons, loin des regards. Ferdinand, assis sur les marches extérieures, fixe le ciel sombre. Il pense à Billy, à Léonard, à ce futur incertain qu'il redoute autant qu'il le désire. Pour la première fois, il envisage l'idée de demander de l'aide, non pas pour plaire à son père, mais pour se sauver lui-même. Au loin, une fenêtre s'éclaire brièvement avant de s'éteindre. L'institut s'endort, mais les blessures, elles, restent ouvertes, prêtes à façonner les lendemains. Le lendemain matin, l'institut se réveille dans une atmosphère étrange, presque feutrée. Rien n'a changé en apparence, les cuisines s'animent, les élèves se pressent dans les couloirs, les voix s'élèvent déjà autour des plans de travail. Et pourtant, quelque chose est différent. Les événements de la veille ont laissé une empreinte invisible, comme une tension sourde que chacun ressent sans forcément savoir la nommer. Ferdinand arrive plus tôt que d'habitude. Il traverse la cour sans saluer personne, le regard déterminé, mais cerné. Les nuits blanches ont creusé son visage, accentuant cette impression de fragilité qu'il déteste tant. Lorsqu'il entre dans une salle de travail, il s'arrête net. Léonard est déjà là. Ils échangent un regard bref, sans hostilité, sans chaleur non plus. Juste une reconnaissance mutuelle de ce qui a été dit, et surtout de ce qui reste à construire. Léonard ne cherche pas la conversation. Il se contente d'un signe de tête avant de se replonger dans son travail. Ferdinand, lui, se sent à la fois soulagé et déstabilisé par cette distance assumée. Il comprend que le lien n'est pas rompu, mais qu'il ne sera plus jamais naïf. Et au fond, il sait que c'est peut-être nécessaire. Pendant ce temps, Anaïs est convoquée par Étienne Castelmont. Il l'attend dans un bureau qu'il s'est approprié sans vraiment demander l'autorisation, comme à son habitude. Lorsqu'elle entre, il ne prend même pas la peine de masquer son agacement. Il lui reproche son discours public, cette façon qu'elle a eue de mettre en lumière des tensions internes qu'il aurait préféré régler dans l'ombre. Selon lui, laver le linge sale en public affaiblit l'institution. Anaïs l'écoute sans se démonter. Lorsqu'elle répond, sa voix est calme, mais ferme. Elle lui dit que protéger l'institut ne signifie pas sacrifier des individus. Que l'autorité ne vaut rien si elle se construit sur la peur et le silence. Étienne la fixe longuement, surpris par cette résistance. Il finit par lâcher, presque avec mépris, qu'elle est trop idéaliste pour comprendre comment fonctionne le monde réel. Anaïs ne se justifie pas davantage. Elle sait que cet échange n'aboutira à aucun terrain d'entente. En quittant le bureau, elle ressent néanmoins le poids de ses responsabilités. Elle a choisi une voie plus risquée, plus exposée. Et elle sait que les conséquences ne tarderont pas à se manifester. Dans la maison des Lano, Zoé n'a presque pas dormi. Le visage fermé, elle se prépare mécaniquement avant de quitter la maison. Inès est encore dans sa chambre. Aucune d'elles n'ose affronter l'autre. Lionel observe la scène, impuissant.
Il sent que cette crise marque un tournant irréversible. Zoé n'est plus disposée à tout pardonner. Elle commence à comprendre que protéger sa sœur ne signifie pas s'oublier complètement. À l'institut, Hector retrouve Constance pour une nouvelle séance. Cette fois, il arrive sans ironie, sans masque. La thérapie du miroir l'a laissé à vif, mais il accepte enfin d'explorer ce qu'il a longtemps refoulé. Il parle peu, mais chaque mot est lourd de sens. Constance l'écoute avec attention, consciente que cette avancée fragile pourrait s'effondrer au moindre faux pas. Dans un autre espace, Billy observe la vie de l'institut reprendre son cours. Elle se sent à la fois intégrée et à distance, comme si elle était revenue dans un endroit qu'elle connaît par cœur, mais où elle n'a plus tout à fait la même place. Elle croise Ferdinand de loin. Leurs regards se rencontrent brièvement. Aucun sourire, aucun geste. Juste une compréhension silencieuse de ce qui a été perdu et de ce qui ne pourra peut-être jamais être réparé complètement. Billy inspire profondément. Elle sait qu'elle ne peut pas rester figée dans cette douleur. Elle a fait un choix, difficile mais nécessaire. Maintenant, elle doit apprendre à vivre avec. La journée avance, rythmée par les cours et les contraintes habituelles. Mais sous cette normalité retrouvée, chacun porte en lui les marques de la veille. Ferdinand, plus silencieux que jamais, commence à envisager un avenir où il ne serait plus défini uniquement par le regard de son père. Zoé, déterminée mais blessée, se prépare à affronter les conséquences de son abandon d'épreuve. Anaïs, lucide, mesure déjà le prix de ses décisions. Et tandis que le soleil décline sur l'institut, une certitude s'impose peu à peu. Rien ne sera plus jamais exactement comme avant. L'après-midi s'étire lentement à l'institut, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Les cuisines bourdonnent d'activité, mais l'énergie habituelle manque. Les gestes sont précis, appliqués, pourtant mécaniques. Billy s'efforce de se replonger dans le travail. Elle coupe, dresse, goûte, corrige. Elle fait tout ce qu'on attend d'elle, mais son esprit reste ailleurs. Chaque bruit métallique lui rappelle le silence lourd laissé par Ferdinand. Elle se surprend à guetter sa présence, à chercher inconsciemment sa silhouette au détour d'un plan de travail, avant de se rappeler qu'elle a choisi la distance. À ce moment-là, Anaïs l'observe de loin. Elle reconnaît cette concentration excessive, cette manière de se réfugier dans l'exécution parfaite pour ne pas penser. Elle sait trop bien ce que cela signifie. Lorsqu'elle s'approche enfin, ce n'est pas pour donner des consignes, mais pour rappeler à Billy qu'elle peut prendre du temps, qu'elle n'a rien à prouver. Billy la remercie d'un signe de tête, sans trouver les mots pour dire combien ce soutien lui est précieux. Dans une autre aile du bâtiment, Ferdinand assiste à un cours sans vraiment l'écouter. Les paroles du professeur glissent sur lui. Il est absorbé par ses propres pensées, par cette phrase que Billy lui a laissée en héritage, « Prends soin de toi ». Ces mots résonnent en lui avec une violence inattendue. Il réalise qu'il n'a jamais su comment faire. Toute sa vie, prendre soin de lui a signifié satisfaire les attentes de son père, se rendre utile, se taire. Aujourd'hui, cette logique s'effondre. Quand le cours se termine, il sort précipitamment, évitant les regards. Il se retrouve dehors, sur le même banc où Billy s'était assise la veille. L'endroit lui arrache un pincement au cœur. Il s'assoit malgré tout, comme s'il devait affronter ce souvenir plutôt que le fuir. Il comprend alors que ce qu'il a perdu n'est pas seulement une relation amoureuse, mais un miroir bienveillant dans lequel il pouvait enfin se voir autrement. Pendant ce temps, Zoé est convoquée par l'administration. La nouvelle tombe sans détour, son épreuve de rattrapage est considérée comme abandonnée. Il n'y aura pas de seconde chance immédiate. Zoé encaisse le coup sans broncher, mais à l'intérieur, tout se fissure. Elle sort du bureau le visage fermé, la gorge serrée. Elle sait que cette conséquence est directe, logique. Et pourtant, elle ne peut s'empêcher de ressentir une profonde injustice. Elle a choisi sa sœur, et ce choix lui coûte cher. Lorsqu'elle rentre chez elle plus tard, Inès l'attend dans le salon. Le silence est pesant. Inès tente une approche maladroite, s'excuse, promet de faire des efforts. Zoé l'écoute, mais quelque chose s'est brisé. Elle lui dit qu'elle n'aurait jamais dû avoir à choisir entre sa formation et sa famille. Qu'Inès devra désormais assumer seule certaines conséquences. Ces mots, prononcés sans colère, sont plus durs que n'importe quel cri. À l'institut, Hector termine sa journée avec une fatigue nouvelle, mais différente. Une fatigue qui ne vient pas de l'évitement, mais de l'affrontement. En quittant le bureau de Constance, il s'arrête quelques secondes dans le couloir. Il se rend compte qu'il n'a plus envie de se cacher derrière l'ironie. Cette prise de conscience l'effraie presque autant qu'elle le soulage. De son côté, Étienne Castelmont observe tout cela à distance. Il voit son fils s'éloigner, non physiquement, mais émotionnellement. Cette distance l'irrite autant qu'elle l'inquiète, même s'il refuse de l'admettre. Pour la première fois, il pressent qu'il pourrait perdre son emprise. Et cette idée lui est insupportable. La fin de journée approche. Les élèves quittent peu à peu l'institut.
Billy range ses affaires lentement. Avant de partir, elle jette un dernier regard autour d'elle. Elle sait que rien n'est réglé, que la peur et la douleur ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais elle sent aussi qu'elle a cessé de se trahir pour rester à flot. Ferdinand, lui, reste encore un moment à l'extérieur, seul avec ses pensées. Le soleil décline, projetant des ombres longues sur la cour. Il comprend que le chemin qui s'ouvre devant lui sera solitaire, exigeant. Mais pour la première fois, cette solitude ne lui semble plus totalement synonyme d'abandon. L'institut se vide lentement, laissant derrière lui des silences lourds de sens. Les décisions prises ont creusé des sillons profonds. Désormais, chacun devra apprendre à avancer avec ce qui reste. La soirée enveloppe l'institut d'un calme trompeur. Les derniers élèves ont quitté les lieux, ne laissant derrière eux que des salles vides et des lumières oubliées. Ferdinand erre encore dans les couloirs, incapable de rentrer. Il sent que quelque chose en lui est arrivé à un point de non-retour. Les événements des derniers jours ont fissuré un équilibre précaire qu'il maintenait depuis trop longtemps. Il s'arrête devant une vitre, observant son reflet. Il se voit fatigué, marqué, mais étrangement plus présent. Pour la première fois, il ne détourne pas le regard. Il repense aux paroles de Billy, à cette injonction simple et terrifiante, prendre soin de lui. Il comprend enfin que cela implique de renoncer à une attente qu'il a façonnée toute sa vie, celle d'un père qui ne saura jamais aimer autrement qu'en contrôlant. À ce moment-là, Étienne Castelmont entre dans le hall. Il remarque immédiatement la présence de son fils. Il s'approche, convaincu d'avoir encore quelque chose à dire, quelque chose à imposer. Mais Ferdinand ne lui laisse pas le temps. Sa voix tremble légèrement, mais il ne recule pas. Il lui annonce qu'il va prendre ses distances. Pas une rupture théâtrale, pas une déclaration agressive. Juste une décision posée, réfléchie. Étienne réagit comme prévu. Incrédulité, sarcasme, puis colère froide. Il parle d'ingratitude, de naïveté, d'erreur irréparable. Mais ces mots, qui autrefois auraient suffi à faire plier Ferdinand, n'ont plus le même pouvoir. Ferdinand écoute, sans se justifier. Lorsqu'Étienne s'interrompt enfin, il se contente de dire qu'il ne veut plus vivre dans la peur. Puis il s'éloigne, laissant son père seul avec une frustration qu'il ne maîtrise plus. Dans le même temps, Billy est assise sur son lit, dans la chambre qu'elle a retrouvée sans réellement s'y sentir chez elle. Elle tient son téléphone, hésitant à écrire, à appeler. Elle pense à Ferdinand, à ce qu'elle a laissé derrière elle. Elle sait que l'amour n'a pas disparu, mais elle comprend aussi que rester aurait signifié s'oublier encore une fois. Cette lucidité lui coûte, mais elle s'y accroche comme à une bouée. Elle reçoit un message d'Anaïs, bref, attentif, lui rappelant qu'elle n'est pas seule. Billy sourit faiblement. Ce soutien discret lui permet de respirer un peu mieux. Elle se promet de ne plus minimiser ses propres blessures, de ne plus se contenter de survivre. Chez les Lano, l'ambiance reste lourde. Zoé s'est enfermée dans sa chambre, tentant de faire le tri dans ses pensées. Elle mesure maintenant l'ampleur de ce qu'elle a perdu, mais aussi de ce qu'elle a gagné, une prise de conscience brutale de ses limites. Elle comprend qu'elle ne pourra plus être le rempart permanent d'Inès. Cette responsabilité n'aurait jamais dû être la sienne seule. Inès, de son côté, réalise peu à peu les conséquences de ses actes. Le renvoi du lycée n'est plus une abstraction. C'est une réalité qui la confronte à sa propre immaturité. Pour la première fois, elle n'a plus Zoé pour amortir la chute. Et cette solitude la terrifie. À l'institut, Hector termine une dernière préparation avant de partir. Il s'attarde devant le miroir de l'atelier, celui-là même qui lui sert désormais de point d'ancrage dans sa thérapie. Il n'aime toujours pas ce qu'il voit, mais il accepte de ne plus détourner le regard. Ce simple geste est une victoire silencieuse. La nuit avance. Les personnages, dispersés, affrontent chacun une forme de vérité. Ferdinand accepte enfin de rompre un cycle toxique. Billy choisit de se protéger sans renier ses sentiments. Zoé apprend que le sacrifice permanent n'est pas une preuve d'amour. Hector continue d'apprivoiser ses failles. L'institut dort, mais les lignes ont définitivement bougé. Ce qui se prépare désormais ne sera pas une simple réparation, mais une reconstruction. La lumière du matin pénètre doucement dans l'institut, révélant un calme presque irréel. Ce n'est pas une paix véritable, plutôt un entre-deux fragile, comme si chacun retenait encore son souffle après la tempête. Ferdinand est déjà éveillé. Il n'a presque pas dormi, mais contrairement aux nuits précédentes, ce n'est pas l'angoisse qui l'a tenu éveillé. C'est une forme de lucidité nouvelle, douloureuse mais claire. Il s'habille lentement, sans empressement, comme s'il voulait inscrire chaque geste dans une réalité qu'il commence à accepter. En sortant de sa chambre, il croise Léonard dans le couloir. Cette fois, il s'arrête vraiment. Léonard le regarde longuement, puis lui dit simplement qu'il respecte sa décision de prendre ses distances avec son père. Il précise qu'il ne sait toujours pas s'il pourra un jour lui pardonner,
mais qu'il reconnaît le courage qu'il a fallu pour dire non à Étienne. Ferdinand acquiesce. Ce n'est pas une réconciliation, mais c'est une reconnaissance essentielle. Lorsqu'Étienne Castelmont quitte l'hôtel Jourdain un peu plus tard, son visage est fermé. Il sait que quelque chose lui a échappé. Il a sauvé l'Institut, maintenu le prix Excellence, conservé son pouvoir financier. Mais il a perdu ce qu'il croyait acquis, l'obéissance silencieuse de son fils. Cette perte le ronge, même s'il refuse encore de la nommer. Dans le jardin, Billy marche lentement, laissant le soleil réchauffer son visage. Elle croise Anaïs, qui lui adresse un sourire sincère, presque soulagé. Billy lui répète qu'elle ne part pas. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Anaïs lui avoue à nouveau combien elle lui a manqué, combien son absence a laissé un vide que rien n'a pu combler. Ces mots ne guérissent pas tout, mais ils posent un baume sur des blessures encore à vif. Billy accepte de revenir pleinement, à la coloc, à l'institut, à sa place, sans se renier. Plus loin, Hector retrouve Constance une dernière fois avant la pause de la journée. Il lui annonce qu'il continue la thérapie, sans ironie, sans fuite. Constance mesure l'importance de cet engagement. Elle sait que ce chemin sera long, mais elle perçoit chez Hector une volonté nouvelle, plus profonde que toutes celles qu'il a affichées auparavant. Chez les Lano, la tension est toujours palpable. Zoé regarde Inès préparer son sac, consciente que leur relation ne redeviendra pas ce qu'elle était. Mais pour la première fois, Zoé ne se sent pas coupable de poser des limites. Elle accepte la colère, la tristesse, la fracture. Elle comprend qu'aimer ne signifie pas se sacrifier jusqu'à disparaître. À l'institut, la vie reprend lentement son cours. Les élèves parlent encore à voix basse de ce qui s'est passé, des excuses publiques d'Anaïs, de la chute silencieuse de Ferdinand, du courage de Billy. Rien n'est réglé, mais plus rien n'est dissimulé. Ferdinand s'arrête une dernière fois dans la cour. Il sait qu'il a tout perdu aux yeux de certains, mais il sent aussi qu'il vient de se sauver lui-même. Il repense aux mots de Billy, à cette phrase simple qui a tout déclenché. Il inspire profondément. Pour la première fois, il n'attend plus l'approbation de son père pour exister. L'Institut Auguste Armand continue d'avancer, marqué, transformé. Les blessures restent visibles, mais elles ne sont plus niées. Et dans ce fragile équilibre, chacun commence, à sa manière, à reconstruire ce qu'il croyait irrémédiablement perdu.